La réussite financière est-elle une question de chance ou de malchance pour certains? Parce que là, écoute, je suis allé à l'école avec ce mec-là, et aujourd'hui, voilà, il est lourd, il a l'argent, il a réussi financièrement. Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que il a su tirer le taureau par les cornes? Ou bien, peut-être, ou moi pas, j'ai fui le taureau, je sais pas. Alors, serais-je malchanceux finalement? Mais on apprend que la réussite financière, généralement, ça se prépare. C'est pas vrai, coach? C'est toute une école. C'est vrai, Christian. Bonjour, Joël. Bonjour. Ça va? Ça va un tout petit peu. J'étais entre vos émaux. Ah. Voilà. Oh là, non, mais Hermine fait un travail formidable ici. Donc, tu voulais avoir, on t'a servi ce matin. Incroyable. Mais voilà. Alors, on va poursuivre sur la question de la réussite financière avec vous aujourd'hui. On l'a dit, ce n'est pas une question de malchance. Hein. Ceux qui ont réussi financièrement ne sont pas les plus chanceux de la Terre. C'est parce qu'il y a eu une planification qui a été faite. On va peut-être d'abord récapituler un petit peu par quoi on est passé entre-temps. Oui, on va récapituler un peu comme on le fait tous les jours. Pourquoi est-ce qu'on parle de plan financier aujourd'hui? On parle de plan financier parce que l'être humain vient sur la Terre pour une raison d'être, pour une mission précise. C'est pour cette raison que tout à l'heure, Hermine vous disait qu'elle ne pense pas que toutes les personnes aient c'était quoi son expression avoir le nez creux. Que toutes les personnes ont le nez creux. Qu'elle ne pense pas, oui, évidemment, ça peut être vraiment ce qu'elle dit parce que quand nous venons sur la Terre pour chacun accomplir une mission précise qu'aucune autre personne ne peut l'accomplir à notre place, nous développons différentes formes d'intelligence. C'est-à-dire que on peut avoir une intelligence verbo-linguistique, on peut avoir une intelligence logico-mathématique. Et vous voyez que si on ne prend que ces deux formes d'intelligence, celui qui a le nez creux pour X ne l'a pas pour Y. Et on en a comme ça au minimum 8 formes d'intelligence qui nous permettent de pouvoir travailler, puiser à l'intérieur pour aller à l'accomplissement de notre mission de vie. Et de deux, maintenant, pour le faire, nous devons développer une vision claire qui nous permette d'avoir une vue imagée pour l'accomplissement de cette mission de vie. Et pour que ce soit réaliste, parce que là, jusqu'ici, on ne reste que virtuel, pour que ce soit réaliste, nous devons monter notre propre projet de vie. Et dans notre propre projet de vie, quand on dit projet de vie, c'est assez vague, c'est assez large, ce n'est pas préhensible. Et pour ce projet de vie, nous devons travailler concrètement sur le projet professionnel pour que ce projet professionnel soit aligné avec la vision qui nous amène à la construction de notre mission ou bien à la réalisation de notre mission de vie. Nous devons construire notre projet financier et c'est effectivement notre projet familial, on l'a dit la fois dernière, notre projet financier et c'est exactement là où nous sommes aujourd'hui. Est-ce que réussir financièrement est une question de chance? Non, ce n'est pas une question de chance parce que on se doit de pouvoir faire un plan. Si on ne fait pas un plan, on risque d'appartenir au plan de l'autre. Tout comme si on n'a pas fait le projet, on risque d'être l'objet du projet de l'autre. Si on ne fait pas un plan de vie, on va être pris dans le projet, un plan financier par exemple, on va appartenir au plan financier de l'autre. Et c'est pour ça que on va voir des personnes hyper dépendantes, on va voir des personnes dépendantes, on va voir des personnes indépendantes. Si on ne fait pas cette planification, on réussira pas à être indépendant ou bien à mener à bon port, je vais dire, le travail financier, parce qu'il faut dire que les finances sont très très importantes. Il y a quelqu'un qui disait, que je l'ai lu sur les réseaux sociaux, que l'argent ne fait pas le bonheur, et une autre personne lui a répondu, mais de quelle somme on parle aussi? C'est de quelle somme on parle? La semaine dernière, je vous ai pris l'exemple ici de cet étudiant, ou bien de ce jeune travailleur, rechercheur d'emploi, qui n'arrivait pas à être heureux entre deux, ils sont 3 amis, mais il n'arrive pas à être heureux parce qu'il lui manque quoi? Il lui manque juste un peu d'argent. Vous avez besoin d'argent pour vous soigner, vous avez besoin d'argent pour bien vous mettre, vous avez besoin d'argent pour éduquer votre famille, vous en avez besoin, vous avez besoin d'argent pour être en santé, pour être en vie. Donc c'est très important et c'est pour ça que
nous avons parlé du plan financier. Ouais. Nous avons parlé du plan financier la fois dernière. Ouais. Et on a dit que ce n'était pas une question de chance. Et aujourd'hui, on va parler donc du contenu de ce plan financier-là. Est-ce qu'on peut rentrer véritablement dans le contenu du plan financier, ou alors que vous nous rappeliez un tout petit peu déjà le but du plan financier? Le but du plan financier, bon, on a un tout petit peu. Oui, je reviens justement développer un tout petit peu. Le but du plan financier, c'est de donner une indication sur tes performances financières. Vous voyez qu'on comparait. Oui, on fait une comparaison. On compare. Oui, on compare l'être humain à l'entreprise. Ouais. On fait une comparaison entre l'être humain et l'entreprise. Donc, le but du plan financier d'une entreprise comme de l'être humain, c'est de pouvoir donner une indication sur les performances financières. C'est-à-dire que, en tant que joueur, en tant que Bertin Jinda ou Christian Ouemé, on va se dire, est-ce que je vais pouvoir être performant financièrement cette année? On peut se le dire en début d'année. Et c'est même ça l'objectif, de faire le bilan et le bilan de l'année et la projection de l'année la projection pour l'année qui vient. Donc vous voyez comment on a tronqué les fêtes de fin d'année. En fête de fin d'année, on dit c'est pour dépenser, c'est pour moi mon habit de bonne année, moi mon habit de Noël, oui ma greffe de. Et pendant que ceux qui ont pensé aux performances financières se disent, mais cette année, quelle est la forme d'habit que je peux faire pour que ça passe le marché? Quel est le type de sapin que je peux ramener sur le marché? Mais malheureusement, c'est que même les personnes qui pensent, comme vous venez de dire en fin de vos propos, c'est qu'ils pensent comme ça pour récupérer cet argent et l'injecter aussi dans les festivités de leur côté. Donc, du coup, ça interpelle tout le monde. Je sais pas. Je sais pas. Il faut que j'interroge. Oui, en tant que personne dans la rue, je peux dire oui. Mais en tant que coach, je dis il faut que je questionne celui qui pose cet acte. Parce que tu vois, ceux qui disent que le temps de Noël, c'est le temps pour se faire de l'argent. Je ne veux pas insulter leur intelligence en me disant que c'est sûr qu'ils font seulement comme les autres. S'ils ont appris, comme nos téléspectateurs sont en train d'apprendre aujourd'hui, ils vont se dire, pour que je sois performant financièrement, il faut que j'établisse le contenu. Tu l'as demandé, vous voyez comment je suis par là, le contenu. Il faut que je regarde mes états financiers, c'est-à-dire le compte de résultats. Le compte de résultats, nous avons dit que c'était faire une comparaison entre ton profit et les pertes. Parce qu'en tant qu'être humain, est-ce qu'en cette semaine, si tu as fait une perte ou bien tu as fait un profit, on doit se le demander. Et on a peur de se demander parce qu'on va dire que, ah oui, non, tu es trop matérialiste. Pourquoi si tu n'as pas de matériel, tu ne vis pas. C'est le matériel qui est là. C'est le matériel qui est là. C'est le matériel qui est le médicament que c'est le matériel. C'est le matériel qui est l'offre de valeur dont on parlera tout à l'heure. Peut-être? Non, pas du tout. C'est ce que tu donnes. L'offre de valeur, on va y arriver. C'est ce que tu donnes. Donc, il y a le compte de résultats, j'ai dit les profits et les pertes. Il y a le bilan prévisionnel qui sont les dettes. Quelles sont mes dettes? Quel est mon fonds propre? Et quels sont mes actifs? Donc, toi, en tant qu'être humain, tu dois pouvoir te poser ces questions pour pouvoir travailler dans tes finances. Il y a le prévisionnel de trésorerie, qui est le prévisionnel financier dont on a envie de parler aujourd'hui. Donc, c'est ta capacité à pouvoir générer de la trésorerie. Est-ce que tu en es capable? Voilà. C'est les questions qu'il faut se poser. Et justement, on va travailler sur l'offre de valeur aujourd'hui, coach. Qu'est-ce qu'on entend par offre de valeur finalement? L'offre de valeur, c'est... Je peux dire en gros que ton offre de valeur, c'est ce que tu es capable de donner pour espérer récupérer quelque chose en retour. Ce que tu es capable de donner pour récupérer une autre chose en retour. Par exemple, tu as ta capacité verbo-linguistique, la capacité verbo-linguistique dans laquelle tu as travaillé pour être journaliste, et ça, tu offres ça ici pour espérer obtenir un salaire en retour. Maintenant, si on n'a pas compris ça de cette façon, on peut offrir, généralement beaucoup de personnes ne comprennent pas, ils offrent plutôt le temps. Ils offrent le temps, on te prend tes 8 heures et puis
On te donne, quand on te prend tes 8 heures et on te donne le salaire équivalent aux 8 heures, pas équivalent à la valeur, tu vois, si tu progresses, tu vas rester. C'est pour ça qu'on parle de négociation salariale. Pour que, là, c'est la valeur, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu apportes. C'est là que l'offre de valeur entre en jeu. Effectivement. Et je dis, régulièrement, nous nous focalisons seulement sur une seule offre de valeur en se disant, je suis sorti de l'école et je suis diplômé en telle chose. C'est pour ça que vous entendez les gens dire, qu'est-ce que tu sais faire? Ils disent que j'ai un master 2 en banque et finance. Et ça ne dit pas ce que vous êtes capable de faire. Ça ne dit pas ce que vous êtes capable de faire. La carte n'est pas le territoire. On dit en PNL que la carte n'est pas le territoire. Donc c'est pas parce que tu as un master 2 en banque et finance que tu es capable de gérer la finance. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Ça reste une carte. Oui, et la carte n'est pas le territoire. Donc il faut que l'on aille vérifier pour toucher du doigt pour savoir ce que tu sais exactement faire. C'est là où on va parler de l'offre de valeur. Justement, alors comment travailler son offre de valeur? Pour travailler son offre de valeur, il est important déjà de comprendre à quel niveau est-ce que l'offre de valeur intervient dans le plan financier. Parce que le plan financier, lui, il a 4 étapes. Je dis, c'est un peu comme l'entreprise. Le plan financier de l'être humain, puisque nous parlons de l'être humain ici, est un peu comme le plan financier de l'entreprise. Et là, ça a 4 étapes. La première étape, c'est le prévisionnel de vente. Le prévisionnel de vente, c'est comme je l'ai dit, c'est votre offre de valeur. C'est ça qu'on appelle le prévisionnel de vente. Et l'étape 2, c'est la marge commerciale. La marge commerciale, votre marge commerciale, si vous avez une offre de valeur, si vous avez des capacités, c'est pour cette raison que vous devez aller proposer vos services dans une entreprise et espérer que l'on achète. Donc c'est ça que vous vendez. C'est ça que vous vendez. Et si on a bien compris, ce serait difficile de rater un entretien. Ce serait difficile de... Parce qu'on aura toujours quelque chose à proposer. On aura toujours quelque chose à proposer. Et on va dans telle entreprise parce qu'on sait que cette entreprise, dans cette entreprise, voilà telle chose que on peut apporter qui va générer du revenu à l'entreprise. Et puis, en retour, je vais demander ceci. Parce que régulièrement, les téléspectateurs pensent que, pas les téléspectateurs, les jeunes sans emploi et qui recherchent des emplois pensent que quand ils vont dans les entreprises, c'est pour partager le revenu existant avec le patron. Et je dis parce que j'ai eu ça avec mes étudiants de licence, avec mes étudiants de Master 1, avec les étudiants de Master 2. Chaque année, c'est presque la même chose. Ils pensent que quand une entreprise est en train de faire, disons, 5 millions de chiffre d'affaires. Non, pas de chiffre d'affaires, de bénéfices. Okay. De bénéfices par mois. Par mois. Ils pensent que quand ils vont demander l'emploi là-bas, c'est pour aller... Aucun patron ne va sortir 5 francs, même si vous êtes son enfant, 5 francs sur les 5 millions pour vous donner. Ou bien vous allez rester à la maison et il va vous apporter ça. Donc, le patron vous recrute parce que vous avez cette offre de valeur, vous avez cette capacité-là qui peut générer encore plus. Et je dis encore, on ne manque pas d'employeurs, on manque d'employés. On manque pas d'employeurs, on manque d'employés. Quel est le patron qui saura que telle personne viendra me produire 100 000 francs et prendre 90 000 francs? Il va laisser tomber. Donc, vous voyez que si j'ai 100 personnes, j'ai 1000 personnes qui me font gagner 10 000 francs par jour, par mois, non, par mois. Par mois, 10 000 francs par mois, fois 1000, ça fait combien? Vous voyez ce que ça fait par mois, pour moi aussi. Donc, si tous les patrons veulent gagner de l'argent, le problème ici, qui fait en sorte que trouver l'emploi devienne dur, c'est que quand le gars vient pour se vendre, il ne sait même pas lui-même qu'il vient pour se vendre. Il vient supplier pour... Ça donne l'impression de vouloir partager l'existant avec le patron. Et qui va partager ça avec lui? Personne. Même si vous êtes sa femme, même si vous êtes son enfant, même si vous êtes n'importe qui, et il ne va pas partager cela avec vous. Ça veut dire qu'à ce moment, il devrait avoir un challenge. Un challenge entre ce que vous êtes en train de me proposer et ce que moi j'ai à offrir. Effectivement. Et donc, les entretiens d'emploi ne devraient plus être de nature à ce qu'on dit que bon, voilà le job description, voilà, on te paye 150 000. Tu acceptes ou tu prends. Donc, on va pouvoir renégocier peut-être le montant qui nous est proposé en fonction de ce qu'on aura, à apporter, qu'on va devoir dire ouvertement à la personne devant nous. Oui, c'est ça justement.
C'est ça justement l'entretien d'embauche. L'entretien d'embauche, c'est pas seulement pour vérifier si c'est pas seulement pour vérifier si vous connaissez faire ça, et puis on fait. Si vous connaissez même faire ça, à quelle échelle? C'est à vous de démontrer. C'est à vous de démontrer que à cette échelle, sinon vous cherchez un programmeur, mais voilà ce que je sais faire de la programmation. Et ils vont sortir de là en se disant waouh, on cherchait un élément, mais on l'a eu. On a eu plus que ce que nous recherchons. Par contre, il y a un autre qui va venir, peut-être avec le même diplôme, mais il ne sera même pas capable de satisfaire à leur attente. Il va se limiter à dire, bon, je suis programmeur. Justement, vous cherchez un programmeur, moi voici. Point final. Je vous assure encore qu'il n'y a aucun métier qui épate sur cette terre. À moins que vous ne soyez astronaute, quelque chose comme ça. Là, il n'y a aucun métier qui épate sur cette terre. Vous viendrez dire que je suis programmeur, ça ne dit absolument rien. Donc, c'est qu'est-ce que vous êtes capable de résoudre comme problème? Qu'est-ce que vous êtes capable de résoudre comme difficulté? Qu'est-ce que vous êtes capable? Et je vais même vous prendre un exemple pour dire que généralement, les gens pensent que quand on te donne un grand bureau, c'est parce que tu as un doctorat. C'est parce que tu es professeur. On pense que quand on te donne un grand bureau parce que tu es capable de gérer les problèmes des autres collaborateurs. C'est-à-dire, en dehors d'être efficace sur ton poste, peut-être que tu es technicien, je ne sais pas moi de quoi. En dehors de ça, tu as la capacité de gérer les problèmes, les difficultés qu'ont tes collaborateurs, de leur pousser, de leur développer leur puissance, leur pouvoir, leur capacité à devenir meilleurs aujourd'hui qu'ils ne l'étaient hier et moins qu'ils ne vont être, demain. Donc voilà, c'est ce que tu sais exactement faire. Voilà ce que tu peux apporter. Et puis, on va se dire, waouh, en dehors de ça, voilà ce que tu sais faire. Donc on peut, au lieu de prendre une autre personne, on va te lever en disant, tu es manager. Tu es directeur. Est-ce qu'il y a une école? Vous avez déjà vu une école où on ferme le directeur? Même pas. Non, aucune école du tout. Donc, ce sont ces capacités. Et vous voyez que si personne ne pense à son offre de valeur, c'est-à-dire à s'asseoir, et l'offre de valeur, ça se travaille. Et on a tellement de qualités, on a tellement de capacités, mais on ne s'assied pas. Pour les vendre cher, il faut d'abord se rendre compte qu'on les a, ces capacités-là. On ne sait pas. Pourquoi? Parce que, bon, je sais que j'ai appris à être menuisier, je cloue juste et puis terminé. Je ne sais pas que si je m'assieds et je fais un rendez-vous avec moi-même, je fais un échange avec moi-même, c'est une méditation et tout ça là, je vais pouvoir découvrir des choses que je sais faire et que je peux proposer, même dans mon entreprise où je suis. Donc, les gens ne le font pas et, vous voyez, ils vont passer 40 000 francs par mois. Et après, ils vont dire que... On l'a exploité. Vous voyez que ça rentre... Vous êtes rentré dans le plan de quelqu'un. Toute ma vie, 20 ans, on m'aura exploité. Mais du coup, coach, juste une petite question pour sortir. Du coup, ça renvoie à s'évaluer en termes de... Puisqu'on a parlé de l'offre de valeur dans les cartes au plan, ça renvoie à se questionner, à savoir... parce que dans l'offre de valeur, c'est ce que je sais faire que je mets à l'intérieur. Qu'est-ce que finalement je sais faire aujourd'hui que je n'exploite pas? Qu'est-ce que je devrais développer? Est-ce qu'il y a la possibilité de pouvoir se former? Un petit mot. Bien sûr, on devrait déjà, c'est le premier point déjà de s'asseoir et pas de commencer à évaluer parce qu'on ne sait pas encore ce qu'on est capable de faire. Et il y a tellement de choses que l'on sait faire, qu'on ne s'imagine même pas. J'ai dit faire rire, c'est un travail. Et être honnête, non. Faire rire, c'est une capacité. Être honnête, c'est une capacité. Être juste, être poli, tous ces éléments, c'est une capacité. Mais comment je peux transformer cela en argent? Donc aujourd'hui, bon, je veux dire que moi, en tant que coach, j'offre des formations dans ce sens, des accompagnements dans ce sens, qui permettent aux uns aux autres d'être meilleurs. De se développer et d'être meilleur aujourd'hui qu'il l'était hier. Merci beaucoup, coach Bertin. On vous retrouve vendredi. Vendredi, oui. On va faire un récap sur cette question-là et ouvrir un autre sujet. Joël, à demain, 7h. Demain, 7h. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous, les amis téléspectateurs. On se retrouve demain à 7h. Restez scotchés au programme de Spectrum Télévision à 10h. Le rendez-vous avec Mireille Grasse et toute son équipe. Bye bye.